Il y a des moments dans la vie où tout bascule d'une manière inimaginable. Je m'appelle Morgan Ellis, et à 6 mois de grossesse, je m'attendais à ce que mes plus grandes préoccupations concernent les préparatifs habituels pour l'arrivée de mon bébé, plutôt que le chaos qui est arrivé sans prévenir. Le premier message est arrivé tard dans la nuit. L'expéditeur me félicitait d'être mère porteuse, ce qui me paraissait absurde. J'ai cru à une erreur, jusqu'à ce que plusieurs autres messages suivent, remplis de questions précises que seule une personne impliquée dans ma grossesse aurait pu se permettre de poser. Entre curiosité et confusion, j'ai fini par cliquer sur un lien qu'on m'avait transmis, et cette simple décision a tout changé. Un groupe de soutien sur Facebook avait publié la photo de mon échographie, accompagné d'un message touchant saluant le courage d'une femme qui avait accepté de porter un enfant pour quelqu'un d'autre. Les commentaires ont afflué, remplis d'encouragement pour un parcours que je n'avais jamais choisi. Quand j'ai lu cette phrase, « J'ai été une bénédiction pour une sœur qui a lutté pendant des années », j'ai ressenti une angoisse qui n'avait rien à voir avec ma grossesse. Rien de tout cela ne semblait dû au hasard. Plus j'enquêtais, plus il devenait évident qu'une personne de mon entourage avait utilisé mes informations pour se forger une identité. Je sentais que cette situation n'allait pas se régler d'elle-même et que la vérité finirait par éclater au grand jour, là où les mensonges ne peuvent survivre, à l'hôpital où j'étais suivie pour ma grossesse. Si vous voulez savoir comment cette histoire incroyable a pris une tournure inattendue, poursuivez votre lecture, car la suite révèle la rapidité avec laquelle tout a basculé. En tentant de comprendre la vérité derrière ces messages étranges, chaque détail semblait converger vers un danger inquiétant. J'ai rejoint le groupe Facebook auquel plusieurs de ces messages m'avaient dirigé et j'y ai découvert une page remplie de publications publiques décrivant une histoire de gestation pour autrui fictive, apparemment centrée sur moi. Rédigées sur un ton émotionnel destiné à susciter la compassion, ces publications décrivaient une jeune femme qui avait généreusement accepté d'aider un membre de sa famille qui luttait depuis des années contre le désespoir. J'ai lu chaque publication en essayant de calmer l'angoisse qui montait en moi, car l'histoire qu'ils célébraient n'avait rien à voir avec ma réalité. En faisant défiler les commentaires, j'ai vu des éloges débordants pour cet acte de sacrifice imaginaire. Plusieurs membres demandaient comment ils pouvaient apporter leur soutien, et d'autres partageaient leurs prières pour ce qu'ils croyaient être un miracle en train de se produire. Ma propre photo est apparue sous une publication, la même que j'avais envoyée en privé à mes parents, et la voir affichée sans ma permission m'a retourné l'estomac. Le choc s'est accentué lorsque j'ai remarqué un nom familier exprimant sa gratitude en dessous. C'était celui de ma sœur, Lydia Ellis, et son message expliquait combien la bienveillance de la communauté comptait pour elle pendant cette période charnière de sa vie qu'elle attendait avec une patience douloureuse. Lire ces mots, c'était comme voir une étrangère porter un costume sur ma vie. Ma confusion a vite fait place à la détermination. J'ai décidé d'en parler à ma meilleure amie, Renée Porter, car elle avait une façon posée d'analyser les situations, sur laquelle je m'appuyais souvent quand quelque chose me paraissait trop bizarre pour être compris seul. Je lui ai envoyé des captures d'écran et lui ai demandé si elle connaissait ce groupe. Elle a rejoint la page en quelques minutes, puis m'a appelé d'une voix calme et intense qui laissait présager un problème. Renée m'a expliqué que Lydia publiait des variantes de cette histoire depuis des semaines et que le récit était devenu de plus en plus confus. Elle a ajouté que le groupe avait même organisé de petites collectes de fonds pour envoyer des cadeaux à Lydia à l'occasion du bébé qu'elle prétendait devoir naître prochainement. L'idée que Lydia ait entretenu ce mensonge pendant si longtemps m'a laissé sans voix. J'ai essayé de contacter Lydia pour comprendre pourquoi elle m'impliquait dans une telle histoire perturbante. Elle a fini par répondre après plusieurs tentatives. Cependant, son ton évasif rendait la conversation difficile. Quand je lui ai demandé directement pourquoi elle disait que j'étais sa mère porteuse, elle a prétendu avoir exagéré et a insisté sur le fait que les gens en ligne avaient mal interprété ses intentions. Elle a évité d'aborder le fond du problème, préférant se concentrer sur son stress, comme si cela pouvait à lui seul excuser tout ce qu'elle avait inventé. Rien dans cette conversation ne ressemblait à une explication sincère, et la distance entre nous s'est encore accrue. Plus tard dans la soirée, j'ai parlé à mon mari, Grant Foster, car j'avais besoin d'explications que je ne trouvais nulle part ailleurs. Grant m'a écouté attentivement tandis que je lui expliquais tout ce que j'avais découvert. Son expression est passée de l'incrédulité à l'inquiétude lorsqu'il a examiné les captures d'écran, et il a déclaré sans embâche que les agissements de Lydia ne ressemblaient ni à de la confusion ni à un malentendu. Grant a dit que cela semblait intentionnel et que quelqu'un ne pouvait pas maintenir une histoire inventée pendant des semaines sans en comprendre les conséquences. Sa voix est restée calme tandis qu'il me pressait de protéger ma vie privée et ma grossesse avant que la situation ne s'aggrave. Peu après cette conversation, j'ai reçu des messages de l'hôpital où j'avais été suivie pendant ma grossesse. Plusieurs rappels de consultation que je n'avais jamais programmés sont apparus dans ma boîte de réception. Les dates et heures m'étaient totalement inconnues,
Et la pensée que quelqu'un puisse utiliser mes informations sans autorisation m'a glacé le sang. J'ai ouvert les messages et les ai relus pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, avant de réaliser que le problème était déjà allé plus loin que je ne l'avais imaginé. Quelque chose se tramait sous la surface de cette situation, et je ne pouvais plus supposer que les perturbations cesseraient d'elles-mêmes. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel qui a fait basculer la situation dans une dimension beaucoup plus grave. L'infirmière au téléphone parlait d'un ton posé, comme si elle avait déjà annoncé ce genre de nouvelles. Pourtant, quelque chose dans sa voix me disait que cette affaire l'inquiétait autant que moi. Elle m'a expliqué que plusieurs dossiers prénataux avaient été ajoutés à mon dossier médical et que ces dossiers contenaient des examens, des dépistages et des consultations auxquelles je n'avais jamais assisté. J'écoutais attentivement, la paume de la main posée sur mon ventre, espérant que cette pression constante m'aiderait à garder les pieds sur terre. L'infirmière a continué à décrire des anomalies de plus en plus difficiles à ignorer, chaque détail confirmant que quelqu'un avait eu accès à des informations auxquelles il n'était pas autorisé à accéder. Elle m'a demandé si je pouvais venir pour une brève consultation de mon dossier, et j'ai accepté, car éviter le problème ne ferait qu'accroître l'incertitude. À mon arrivée, elle m'a conduite dans un petit bureau où un superviseur m'attendait déjà. Il m'a expliqué qu'une autre femme s'était récemment présentée avec des documents correspondant à mes informations personnelles. Il a insisté sur le fait qu'elle avait tout présenté avec assurance, comme si les dossiers lui appartenaient sans aucun doute. L'idée que quelqu'un ait usurpé mon identité dans un établissement de santé m'a procuré un sentiment à la fois surréaliste et intrusif. J'ai demandé comment une telle chose avait pu se produire, mais le personnel n'avait que peu de réponses, l'enquête venant à peine de commencer. L'infirmière a imprimé une copie des dossiers litigieux pour que je puisse les examiner moi-même. Les pages contenaient des codes de tests inconnus et des signatures que je n'avais jamais vues. Elle s'est excusée pour la confusion et a déclaré que l'hôpital prendrait immédiatement des mesures pour sécuriser mon dossier. Son inquiétude semblait sincère, mais rien ne pouvait atténuer la certitude grandissante qu'une personne proche de moi avait franchi une limite infranchissable. Je suis rentré chez moi et j'ai décidé d'en parler à mes parents, espérant que leur point de vue m'aiderait à comprendre comment la situation avait dégénéré. Ma mère a d'abord écouté en silence, mais son expression me disait qu'elle avait déjà pris sa décision avant même que j'aie fini de parler. Elle a insisté sur le fait que Lydia avait dû être submergée par la pression émotionnelle et que son jugement avait été altéré pendant une période difficile. Ma mère a répété que les familles font parfois des choix discutables sous le coup de la peur ou de la déception. Sa réponse a créé une distance entre nous, car elle parlait comme si les violations dont j'étais victime n'étaient que de simples désagréments plutôt que de graves atteintes à ma vie privée. Mon père a réagi différemment. Il a posé des questions avec une intensité qui reflétait ma propre confusion. Il voulait savoir qui avait accédé à mon dossier, comment l'hôpital avait réagi et si ma grossesse avait été compromise. Son inquiétude semblait immédiate et justifiée, et sa frustration grandissait à mesure qu'il essayait de comprendre comment on pouvait justifier un tel comportement. Il m'a rappelé que protéger ma sécurité devait rester une priorité, même si cela impliquait d'admettre des vérités que nous aurions préféré ignorer. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu un message du service de sécurité numérique de l'hôpital. Ce message demandait une vérification d'identité, car quelqu'un avait tenté d'accéder à mon dossier médical électronique via un appareil non autorisé. Mon compte avait été temporairement bloqué jusqu'à ce que je termine une série d'étapes d'authentification. La lecture de ce courriel m'a procuré un sentiment plus lourd que le choc. C'était comme la confirmation que la situation avait atteint un point où l'intention ne pouvait plus être simplement balayée d'un revers de main. J'ai relu le message en repensant à tout ce que j'avais appris ces derniers jours. L'histoire inventée en ligne, l'usurpation d'identité à l'hôpital, l'accès non autorisé à mon dossier médical et les explications de plus en plus invraisemblables de Lydia formaient un schéma impossible à ignorer. Mes pensées tournaient en rond autour de la même conclusion que j'avais refusée depuis le début. Quelqu'un avait pris des morceaux de ma vie et les avait réarrangés pour servir ses propres intérêts. Et chaque nouveau détail renforçait mes soupçons. Lydia avait utilisé mes informations médicales pour légitimer le récit qu'elle avait construit pour le groupe Facebook. Cette prise de conscience n'apaisait en rien la tension qui m'habitait, mais l'accepter me permettait d'y voir plus clair, avec la lucidité dont j'avais désespérément besoin. Quelque chose avait franchi une limite irréversible, et je comprenais que la prochaine étape déterminerait jusqu'où cette réalité fabriquée tenterait de s'immiscer dans ma vie. Un matin de week-end, tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de l'hôpital qui a immédiatement changé la donne. La personne qui a pris la parole s'est présentée comme membre de l'équipe des admissions et m'a informé qu'une personne était arrivée et avait tenté de s'enregistrer à ma place. Elle a expliqué que cette femme prétendait être en travail prématuré et insistait sur le fait que ces informations devaient déjà figurer dans le système. Le personnel a rapidement compris que quelque chose clochait,
car les informations fournies ne correspondaient pas aux dernières mises à jour de mon dossier médical. J'étais incrédule en écoutant la conversation, car il me semblait encore impossible d'imaginer que Lydia ait pu aller aussi loin. J'ai appelé Grant et lui et dit que nous devions nous rendre immédiatement à l'hôpital. L'urgence dans ma voix était indéniable. Il conduisait avec une concentration à la hauteur de l'oppression qui me serrait la poitrine, alors que je me préparais mentalement à l'inconnu. À notre arrivée, un superviseur nous attendait déjà près de l'accueil, car le personnel avait reçu pour consigne de vérifier l'identité de chaque personne avant de l'autoriser à entrer dans le service de maternité. L'atmosphère était tendue, mais personne ne parlait plus que nécessaire, et le silence qui s'ensuivit permit à la gravité de la situation de s'installer. Le superviseur nous a conduits dans une petite salle de consultation où Lydia était déjà assise. Elle tenait un dossier rempli de papiers qui, au premier abord, semblait officiel. Elle insistait sans cesse sur une présentation prévue, parlant vite, comme si elle craignait de perdre le contrôle du récit qu'elle avait construit. Je l'observais de l'autre côté de la table, remarquant qu'elle évitait de me regarder directement. La tension qui régnait dans la pièce créait une impression de distorsion, comme si cette version de ma sœur était sortie d'une réalité qu'elle seule comprenait. Le superviseur a demandé à Lydia d'expliquer pourquoi les informations qu'elle avait laissées contredisaient celles du système hospitalier. Avant qu'il ait pu terminer sa question, j'ai prononcé son nom, et elle a enfin levé les yeux vers moi. Son expression mêlait défi et désespoir. Je lui ai demandé pourquoi elle utilisait mes informations, pourquoi elle prétendait être enceinte alors que ce n'était pas la sienne, et pourquoi elle pensait pouvoir se faire passer pour moi dans un établissement médical. Sa voix s'est brisée avant de monter en flèche, hurlant. « Vous ne comprenez rien. J'en ai plus besoin que vous. » Ces paroles ont brisé la distance émotionnelle que j'avais tenté de maintenir. Elles révélaient quelque chose de plus profond que l'envie, quelque chose nourri par un désir qu'elle n'avait jamais avoué à personne. Pourtant, aucune explication ne pouvait justifier que j'ai usurpé mon identité pour accéder aux soins de santé ou que j'ai tenté de me faire passer pour la patiente enceinte de mon enfant. Le personnel est intervenu immédiatement lorsqu'elle a élevé la voix, et le superviseur a déclaré que l'hôpital bloquerait mon dossier pour empêcher toute nouvelle tentative d'usurpation d'identité. Il a ajouté qu'un rapport interne serait établi, car l'incident correspondait aux critères d'usurpation d'identité dans un établissement de santé. Lydia a essayé de reprendre la parole, mais le superviseur lui a demandé de rester assise pendant qu'il finalisait la procédure. Grant s'est approché de moi, et son calme m'a aidé à apaiser la tension qui me parcourait. J'éprouvais un mélange de colère, de confusion et d'incrédulité face à l'implication de ma propre sœur dans cette affaire, impliquant la sécurité de l'hôpital et des conséquences juridiques. Le personnel m'a demandé de confirmer plusieurs détails afin de sécuriser immédiatement mon dossier. J'ai répondu à chaque question avec soin, car la gravité de la situation ne laissait place à aucun doute. Alors que la superviseure terminait son rapport, le poids de tout ce qui s'était passé m'a submergé. Lydia avait franchi des limites infranchissables, et la réalité de ses choix m'obligeait à envisager des conséquences que j'avais espéré éviter. L'incident ne se limitait plus à des conflits personnels sur les réseaux sociaux ou à des histoires inventées. Il avait pris une tournure juridique et médicale, exigeant des démarches officielles pour protéger mon identité. La gravité de cette vérité m'a paralysé tandis que je suivais la superviseure hors de la pièce, consciente que ma relation avec Lydia ne serait plus jamais comme avant. Quelques semaines plus tard, la situation a commencé à prendre une ampleur bien au-delà de notre foyer. Les administrateurs du groupe Facebook m'ont contacté par message privé, expliquant que plusieurs membres étaient désorientés par les informations contradictoires concernant la prétendue gestation pour autrui. Ils m'ont invité à une réunion prévue le week-end suivant, espérant ainsi dissiper les malentendus qui avaient perturbé l'harmonie de leur communauté. Leur message n'accusait personne, mais le ton laissait entendre que je devais des explications au groupe pour quelque chose auquel je n'avais jamais participé. J'ai hésité avant d'accepter, mais j'ai finalement confirmé ma présence car éviter la conversation semblait donner à Lydia davantage de latitude pour déformer les faits. À mesure que la date approchait, la tension familière dans mon estomac s'intensifiait. Grant m'a encouragé à fixer des limites à la discussion et m'a rappelé que ma priorité était ma sécurité et celle de l'enfant. J'ai apprécié sa bienveillance, même si je me sentais toujours obligé d'affronter Lydia et de lui expliquer ce qu'elle avait déclenché, devant des inconnus. En arrivant au centre communautaire où le groupe se réunissait, j'ai remarqué que Lydia était déjà assise au premier rang, un dossier soigneusement posé devant elle. Elle le tenait avec la même assurance que celle que j'avais observée à l'hôpital. Les responsables m'ont salué poliment, mais leurs expressions méfiantes laissaient penser qu'ils croyaient que le conflit était dû à des différends personnels plutôt qu'à des accusations mensongères. Je me suis assise en face de Lydia, attendant le début de la réunion. L'un des administrateurs a entamé la conversation en expliquant que le groupe soutenait Lydia depuis des semaines,
depuis qu'elle leur avait annoncé que sa sœur avait accepté d'être sa mère porteuse. Il a reconnu que les récentes disputes en ligne avaient affecté de nombreux membres, raison pour laquelle il souhaitait notre présence. Dès qu'il eut terminé, Lydia ouvrit le dossier et fit glisser plusieurs feuilles de papier sur la table. J'ai reconnu ma signature falsifiée à plusieurs endroits. Chaque page était soigneusement agencée pour paraître authentique. Elle regarda les administrateurs droit dans les yeux en disant qu'elle aurait souhaité que la situation ne se soit pas compliquée à ce point et qu'elle regrettait de devoir défendre une décision qu'elle prétendait avoir prise d'un commun accord. Sa voix tremblait légèrement avant qu'elle ne se tourne vers le groupe et ne dise « Morgan m'avait promis de m'aider. Elle trahit ma confiance. » Des murmures d'étonnement parcoururent la pièce, et plusieurs membres me regardèrent comme s'ils attendaient des aveux. Les administrateurs me demandèrent de répondre avec précaution, souhaitant éviter tout conflit inutile pendant la réunion. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti de mon sac les documents que j'avais préparés. Des captures d'écran de messages, les horodatages des rendez-vous à l'hôpital et une déclaration écrite confirmant que la grossesse était bien la mienne. Un silence s'est installé dans la pièce tandis que je présentais chaque preuve avec précision. J'ai expliqué que je n'avais jamais accepté d'être mère porteuse. J'ai affirmé que Lydia avait accédé à mes informations personnelles sans autorisation et s'était fait passer pour moi à l'hôpital. Plusieurs personnes ont manifesté un malaise en examinant les documents. Leurs expressions de compassion ont peu à peu remplacé la confusion que j'avais anticipée. Lydia a perdu son sang-froid et s'est crispée, les bras croisés, insistant sur le fait que les preuves ne disaient pas tout. Personne ne lui a répondu, car l'écart entre ses affirmations et la vérité était devenu indiscutable. La discussion s'est poursuivie pendant 20 minutes, mais l'atmosphère est devenue de plus en plus tendue. J'ai ressenti une angoisse à l'estomac qui m'empêchait de me concentrer sur les questions. Le malaise s'intensifiant, j'ai mis fin à l'appel et expliqué que je devais partir pour préserver ma santé. Les administrateurs ont immédiatement acquiescé, exprimant leur compassion et me remerciant d'être présente malgré la tension émotionnelle. Lydia est restée silencieuse tandis que je restais debout, bien que son regard me suivît avec une expression indéchiffrable. Grant m'a rejoint dehors, et dès que je l'ai atteint, la tension qui m'habitait s'est dissipée dans une vague d'épuisement. Je lui ai dit que j'avais besoin de me reposer, car le stress de la réunion m'avait épuisé. En marchant vers la voiture, j'ai réalisé que la situation avait pris une ampleur bien plus importante que tout ce que j'avais pu imaginer, et que les conséquences des choix de Lydia affectaient tous les aspects de ma vie. Plus tard dans la soirée, mon état s'étant dégradé, Grant a dû m'emmener à l'hôpital pour une surveillance immédiate. Une douleur persistante s'était installée sous mes côtes, créant une pression qui rendait ma respiration difficile. Et je savais que le stress de la réunion avait poussé mon corps au-delà de mes limites. L'équipe médicale m'a admise dans une salle d'observation, où ils m'ont posé des capteurs et m'ont demandé de me reposer pendant qu'ils évaluaient la situation. Leur professionnalisme calme m'a apaisé, même si l'incertitude persistait sous la surface à chaque instant de silence. Le médecin m'a expliqué que mon malaise semblait dû à des tensions accumulées au fil du temps et exacerbées par le stress émotionnel. Il a insisté sur l'importance de préserver ma stabilité durant les derniers mois de grossesse, car un stress prolongé pouvait mettre en danger la santé de la mère et du fœtus. Son ton restait compatissant, mais son avertissement était si grave qu'il m'a momentanément laissé sans voix. Grant s'est assis à mes côtés, le visage grave, me promettant de me protéger de tout ce qui pourrait aggraver la situation. À l'arrivée de mes parents, l'atmosphère a immédiatement changé. Maman s'est approchée de mon lit, un regard inquiet qui s'est rapidement durci. Elle a remis en question la nécessité de l'hospitalisation, suggérant que le conflit n'avait fait que s'intensifier parce que je refusais de l'apaiser. Ces paroles m'ont blessé, non pas parce qu'elles me surprenaient, mais parce qu'elle les a prononcées avec une assurance qui balayait d'un revers de main tout ce que j'avais enduré. Avant que je puisse répondre, papa m'a interrompu, une frustration qui montait depuis des semaines. Il a dit à maman que minimiser le problème ne réparait pas les dégâts causés par Lydia. Il critiqua la décision de Lydia avec une clarté qui ne laissait place à aucun doute. Sa volonté de la tenir responsable me soulagea un instant, même si la tension entre mes parents rendait la pièce encore plus pesante. Ce bref répit fut de courte durée. Lydia apparut sur le seuil d'un pas déterminé. Ses yeux brillaient de désespoir tandis qu'elle s'approchait de mon lit, ignorant l'avertissement de Grant de garder ses distances. Elle me regardait comme si la situation lui appartenait entièrement, comme si cette grossesse lui revenait de droit. Sa voix se brisa lorsqu'elle répéta la même supplique, distillée par bribes, avant de la transformer en une déclaration d'une force insoutenable. Si je ne peux pas avoir d'enfant, il ne me reste plus rien. L'intensité brute de ses paroles s'abattit sur l'assemblée, qui resta figée. Pourtant, elle continua d'avancer avec la même conviction implacable qui avait guidé chacun de ses pas dans ce cauchemar. Je lui demandai de partir, mais elle resta plantée au pied de mon lit,
persuadée que la réunion de groupe s'était retournée contre elle injustement. Elle a dit avoir besoin d'une autre chance de prouver que cet arrangement avait bien existé et m'a exhorté à reconsidérer ma décision avant que tout ne s'effondre irrémédiablement. L'oppression dans ma poitrine s'est intensifiée, poussant l'infirmière à intervenir et à demander calmement mais fermement à Lydia de partir. Lydia a hésité avant d'accepter, mais elle est restée suffisamment longtemps pour me lancer un dernier regard empli de ressentiment qui m'a glacé le sang plus encore que ses paroles. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai interrogé l'infirmière sur le protocole à suivre pour empêcher les personnes non autorisées d'entrer dans le service de maternité. Elle m'a expliqué que les hôpitaux pouvaient imposer des restrictions d'accès officielles lorsqu'une patiente risquait d'être harcelée ou de faire l'objet d'une usurpation d'identité, et elle a proposé de prévenir la sécurité si je souhaitais entamer la procédure. Sans hésiter, j'ai confirmé que je voulais que Lydia soit interdite d'accès. Signer les documents m'a procuré un sentiment de contrôle inattendu, comme si j'avais retrouvé un fragment de la stabilité qui m'avait échappé. Tout au long de la soirée, j'ai médité sur le schéma qui nous avait menés à cette situation, et la réalité est devenue impossible à ignorer. Les agissements de Lydia ne ressemblaient plus à des choix impulsifs dictés par l'envie ou le chagrin. Il s'agissait d'une série de violations délibérées qui mettaient en péril mon intégrité médicale, ma sécurité émotionnelle et le bien-être de mon enfant à naître. Ce qui avait été une douloureuse dispute familiale s'était transformé en une menace juridique exigeant une intervention immédiate. Tandis que les moniteurs à mes côtés affichaient un rythme régulier, je compris que j'avais besoin d'une protection formelle avant que la situation ne dégénère à nouveau, car les conséquences de l'inaction étaient devenues inconcevables. Quelques semaines plus tard, j'ai donné naissance à mon fils sous étroite surveillance, ce qui nous a permis, à toutes deux, d'être protégées du chaos qui avait marqué la fin de ma grossesse. L'équipe médicale surveillait non seulement mes constantes vitales, mais aussi la liste des visites, et chaque inscription devait être validée afin d'empêcher Lydia d'approcher l'unité de soins intensifs néonatales. Cette précaution m'a apporté un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois et m'a permis de tenir mon nouveau-né dans mes bras sans la crainte constante que quelqu'un tente de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Grant est resté près de nous tandis que les infirmières maintenaient un périmètre de sécurité strict autour de ma chambre de convalescence afin que je puisse me reposer en toute tranquillité. Lorsque mon état s'est stabilisé pour mes rendez-vous médicaux, j'ai contacté mon avocat, Marc Lavigne, que j'ai présenté au personnel avant de le laisser entrer dans ma chambre avec un classeur contenant les documents que j'avais rassemblés tout au long de cette épreuve. Marc a examiné les captures d'écran en ligne, les faux documents, les messages de l'hôpital et les horodatages qui prouvaient une falsification délibérée. Son visage s'est durci tandis qu'il arpentait la pièce. Il m'a expliqué que les agissements de Lydia étaient non seulement moralement répréhensibles, mais constituaient également de multiples violations de la vie privée et des droits civiques. Il m'a assuré que les preuves étaient suffisamment solides pour engager immédiatement une action en justice afin de l'empêcher de la contacter à nouveau. Au cours de notre conversation, Marc a exposé une stratégie comprenant une injonction de cesser et de s'abstenir, une demande de restriction d'accès et une exigence que Lydia assume la responsabilité du préjudice causé par ces fausses allégations. Il m'a conseillé de me concentrer sur ma guérison pendant qu'il s'occupait des démarches juridiques, et son calme rassurant m'a procuré un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis l'apparition du premier message, des mois auparavant. Grant m'a écouté attentivement, posant parfois des questions pour clarifier la situation, et il a convenu que la seule façon de garantir la sécurité de notre enfant était de porter l'affaire devant les tribunaux. Quelques jours plus tard, Marc m'a informé que plusieurs membres du groupe Facebook avaient volontairement fourni des déclarations en faveur de ma cause. Nombre d'entre eux se sentaient floués par Lydia et souhaitaient rétablir la vérité sur le récit qu'elle avait construit pour susciter la compassion et obtenir un soutien financier. Leurs témoignages décrivaient son insistance répétée à affirmer être la mère enceinte et sa tendance à balayer tout doute en invoquant des accords inexistants. Ces déclarations ont apporté la preuve irréfutable que Lydia avait délibérément construit ces allégations, et non par simple malentendu. Une fois l'ordonnance de restriction de contact prononcée, Lydia s'est vue interdire officiellement de me contacter, moi ou mon enfant, que ce soit en personne ou par quelque moyen que ce soit. Elle a également été contrainte de restituer le don qu'elle avait perçu indûment, et les administrateurs du groupe lui ont retiré tout accès. Marc m'a expliqué que des sanctions civiles supplémentaires pourraient être infligées si elle contestait l'ordonnance, même s'il doutait qu'elle le fasse compte tenu du poids des preuves à son encontre. Alors que je tenais mon fils dans mes bras pendant une tétée tranquille, j'ai senti la tension qui avait marqué ma grossesse commencer enfin à s'apaiser. Les protections légales n'effaçaient pas les dégâts causés par Lydia. Pourtant, elle m'offrait une limite qui ne dépendait ni de négociations, ni de médiation familiale, ni de supplications émotionnelles. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais imaginer un avenir où mon enfant grandirait sans crainte de confusion ni d'intrusion.
et la certitude de cette possibilité m'a permis de respirer avec une paix véritable. Quelques mois plus tard, ma vie avait enfin trouvé un rythme stable après les bouleversements qui avaient marqué ma grossesse et mes premiers jours de maternité. Grant et moi avons déménagé dans un autre quartier de Providence qui offrait la tranquillité dont nous avions besoin, et la distance nous a procuré un sentiment de sécurité dont je ne pensais pas en avoir besoin. Les nouvelles routines que j'ai mises en place avec mon fils m'ont aidé à reconstruire la confiance que j'avais perdue envers le monde qui m'entourait. Peu à peu, l'influence manipulatrice de Lydia s'est estompée jusqu'à ne plus avoir aucune emprise sur mon quotidien. Les conséquences qui ont suivi sa chute se sont déroulées progressivement, sans réellement me surprendre. Honnêtement, j'ai accepté la situation professionnelle après avoir pris la décision de poursuivre mon travail au sein de l'entreprise, même lorsque la vérité a commencé à circuler et que la direction a été confiée à un conseil et à un système de travail à distance. Des amis qui l'avaient autrefois défendu ont pris leur distance, choqués par l'ampleur de sa tromperie. Certains ont même réalisé à quel point elle avait utilisé des relations familiales et sociales à des fins personnelles, ce qui a profondément ébranlé leur confiance. À ce moment-là, j'ai choisi de ne plus intervenir. Il était temps d'avancer, de me concentrer sur ce qui devait être réparé dans ma propre vie. Ma priorité est restée mon foyer, et les décisions difficiles m'ont semblé claires plutôt que froides. J'ai bloqué Lydia sur une autre plateforme, mais elle a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact, cherchant une réaction, une faille, une réponse. J'ai choisi d'aller de l'avant et de vivre, sans attendre qu'elle change ni espérer une résolution extérieure. En faisant ce travail intérieur, j'ai découvert que la clarté pouvait émerger rapidement, même après une histoire marquée par la confrontation et la douleur. Protéger mon identité est devenu indissociable de la protection de mon fils, et choisir la sécurité plutôt que les liens émotionnels m'a forcé à grandir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Même si certaines blessures sont restées, elles ne dictaient plus mes pas. Lorsque je regardais mon fils dormir paisiblement durant les après-midi calmes, je ressentais une paix profonde, celle d'avoir refusé que quiconque réécrive l'histoire de son commencement. J'avais repris ma place dans ce récit, et en le faisant, j'ai pu créer un avenir qui nous appartenait entièrement. Cette expérience m'a appris que les limites ne sont pas des actes de distance, mais des engagements envers la sécurité, la responsabilité et la vérité. Protéger une famille exige le courage de confronter des comportements nuisibles, même lorsqu'ils proviennent de personnes familières, et la force de choisir la clarté plutôt que l'obligation. En résistant à la manipulation émotionnelle, j'ai pu reprendre mon identité de mère et offrir à mon enfant un monde fondé sur la stabilité plutôt que sur le mensonge. Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi à travers cette histoire et d'en porter le poids. Votre présence et votre écoute comptent plus que vous ne l'imaginez. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées, vos réflexions ou vos expériences personnelles. N'hésitez pas à les partager ci-dessous, votre voix donne du sens à des conversations comme celle-ci.